Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le lancement du livre. Alors, le livre est ici. Donc, c'est Blockchain and AI-based solution to enhance the privacy in digital identity and IoT. Alors, je suis avec Femi, qui est le co-éditeur avec moi. Et alors, pour aujourd'hui, oui. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'Institut Intelligence et Données, qui est l'un des partenaires du projet. Alors, l'Institut Intelligence et Données a été créé en 2000, a été lancé en 2020. Et l'objectif, c'est d'organiser des événements de ce genre, en fait, pour, d'une part, sensibiliser le public universitaire et la communauté, en fait, sur les enjeux liés à l'usage des données personnelles pour aujourd'hui. Et il y a une soixantaine de membres, collaborateurs, qui participent à des projets de recherche dans différents axes, en santé, en environnement physique, etc. Et donc ça, c'est l'un des partenaires du projet. Et le deuxième partenaire, c'est l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, avec FEMI. Peut-être que FEMI pourrait rapidement nous parler de son projet. Oui, oui, alors bonjour tout le monde et merci pour votre présence, votre intérêt pour le lancement de ce livre. Je suis Femi Jaffar, je suis un professeur en cybersécurité à l'Université de Québec à Chicoutimi. Là-bas, on fait la recherche sur plusieurs sujets en cybersécurité. On a créé une chaire de recherche sur la cyberdéfense et la protection des renseignements personnels. Et l'un des projets de cette chaire de recherche, c'était ce projet de livre. Euh, on avait les deux co-éditeurs, on avait un ensemble d'auteurs pour les différents chapitres. Parmi eux, il y a ceux qui sont présents aujourd'hui ici d'autres qui sont présents en ligne. Merci. Alors, je remercie aussi l'éditeur que vous avez ici, c'est Taylor and Francis Group, en fait, qui a accepté de publier les différentes contributions que nous avons d'experts et d'expertes sur la protection de la vie privée et des données personnelles à l'ère du numérique. Alors, l'événement va se diviser en deux parties. La première sera constituée d'une simulation de cyberattaque donc ça, c'est pour la première partie. Et puis la seconde partie, il va y avoir l'intervention de certains, de certaines personnes qui ont participé justement à la rédaction du livre. Alors, j'aimerais remercier ces personnes-là. Je vais citer les noms, en fait. Donc, ici avec moi, Femi Jaffa. On a en ligne Team, iTeam, Weingartner. On a Darin qui est ici, à Mayed. Il y a Olson Italis qui est en ligne. On a aussi Dipancha Chabra qui est aussi en ligne. Rachel La Douceur qui est aussi en ligne. Euh, et puis les autres personnes, c'est Meng Kang, Victoria Lemieux, Riyad Ben Chabin, Mohamed Cheriet, Céline Castet-Renard et Simon Robichaud-Durand qui est, je crois, aussi en ligne. Donc, j'aimerais remercier ces personnes-là pour leur précieuse contribution. Alors, le format, c'est un format pour la partie avec les échanges avec les auteurs. En fait, les gens qui sont en ligne pourront poser leurs questions dans le clavardage pendant toute la période. Pour ceux qui sont ici en présentiel, et vous pourrez, après chaque panel, donc il va y en avoir trois, les trois, il y en a un qui portera sur l'identité numérique, le deuxième portera sur la vie privée et le dernier sur les données sensibles. Donc, après chaque panel, à chaque échange avec les panélistes, vous pourrez sans problème poser vos questions. Je vous invite vraiment à participer, à enrichir les discussions. Et donc, ça nous fera très plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, je laisse la parole à mon collègue Femi qui va animer la simulation de cyberattaque. Donc, vous aurez la possibilité, après la simulation, de pouvoir échanger avec nous. Et donc, je vous souhaite un excellent événement.
Merci. Alors, pour motiver un peu le déroulement de ce lancement, on a voulu commencer par un scénario de cyberattaque qui inclut des systèmes, des composants cyberphysiques, des objets connectés et montrer le risque que nous avons par rapport à ce type d'attaque, surtout par rapport à l'identité numérique, par rapport aux objets connectés utilisés. Pour cette activité, j'ai avec moi mon étudiant Enzo, oui, qui est de l'Université de Québec à Chicoutimi, qui est un étudiant en maîtrise. Et donc, il va prendre la parole, vous montrer son scénario, et après, on aura des discussions sur ce scénario. Donc, bonjour à tous, je vais vous montrer et réaliser une attaque par désauthentification, qui est le but, c'est de profiter des vulnérabilités des protocoles Wi-Fi. Parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'appareils qui utilisent des protocoles Wi-Fi, mais on ne se rend pas compte s'il y a des failles de sécurité dedans, et ça peut mettre justement en danger la fameuse identité numérique, auquel il est vraiment question aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne une attaque par désauthentification? On va voir un hacker, en l'occurrence ici, c'est moi avec mon ordinateur, avec cette petite dongle USB, et en fait, je vais capter toutes les rames Wi-Fi qui sont autour de moi. Donc, tous les routeurs qui donnent Internet aux gens, tous vos téléphones, toutes les caméras connectées sur les ordinateurs. Moi, avec ça, je vais être au courant qu'ils sont ici. Donc, après, vous allez dire, bon, tu sais qui est ici, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, moi, je vais capturer l'adresse MAC de vos appareils. L'adresse MAC de vos appareils, c'est l'identité unique de vos appareils. C'est l'adresse de votre carte Internet et elle est unique. Sauf que moi, je vais la capturer, je vais être au courant de votre identité sur cette carte MAC. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une adresse par désauthentification au routeur en me faisant passer pour vous. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez tout simplement être déconnecté d'Internet. Vous allez couper d'Internet alors que c'est juste moi qui m'amuse à envoyer ça. Et je peux faire ça pour n'importe quel appareil. Pour des frigos connectés, des caméras connectées, des ordinateurs, des téléphones. Pour tout appareil qui est connecté au Wi-Fi, en fait, c'est possible de le faire. Et donc, je vais vous montrer en fait à quel point c'est très simple et un peu quelles sont les conséquences pour l'identité numérique après. Donc, dans le scénario dans lequel on est, mon routeur, enfin ma box internet, c'est mon téléphone auquel je partage la connexion sur mon ordinateur, puisque ça va être un peu plus simple comme ça, et pour éviter de déconnecter des utilisateurs légitimes d'Internet, ce serait quand même dommage de le faire. Donc, je vais vous montrer à quel point, en fait, c'est simple. Merci. Donc, en fait, je vais déjà faire en sorte que ma carte Wi-Fi, elle entre dans un mode ce qu'on va appeler un peu hacker. Parce que la plupart des cartes Wi-Fi normalement de base ne peuvent pas le faire. Sauf qu'on est sur Internet, on est en 2023, il y a des gens qui mettent à disposition gratuitement en ligne des manières de le faire et de mettre des drivers spécifiques pour les cartes Wi-Fi afin de tout simplement autoriser aux gens de faire ce qu'ils veulent. Bon, là, ça va prendre quelques minutes visiblement, je ne sais pas trop pourquoi. Une petite seconde, je vais juste déconnecter. Pardon. Bon, j'imagine que c'est la chance du jour où je dois faire ça, que ça fait d'un seul coup. Hop. Ah, bon, si, voilà. Donc là, ça fonctionne enfin. Donc là, c'est en train de changer comment va fonctionner ma carte, donc ma petite puce Wi-Fi qui est juste ici. Et en fait, là, on va pouvoir se rendre compte. Je vais mettre en mode en fait où je vais capturer toutes les trames Wi-Fi, donc tout ce qui est aux alentours de nous. Donc voilà. Hop, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Mais là, on se rend compte que je suis au courant de tous les Wi-Fi qui sont présents. Donc, c'est la partie du haut. Et là, c'est tous les appareils qui sont connectés aux différents Wi-Fi qui sont actuellement. Donc là, il y a sans doute vos téléphones qui sont dans cette partie-là. Mais bon, on va pas le faire plus.
Donc moi, ce que je vais montrer, c'est que là, moi, je vais attaquer un Wi-Fi spécifique. Je suis un attaquant. Mon but, c'est pas d'attaquer tout le monde. Si j'ai une cible spécifique, ma cible spécifique ici, c'est mon téléphone, donc le Oppo Reno R6. Donc là, c'est l'adresse MAC de mon téléphone. Donc en fait, c'est ça qu'on va attaquer. Donc, en attaquant ça, tout simplement, je lui dis que je ne veux cibler que ce qu'il y a sur cette carte Wi-Fi. Et je vais préciser un paramètre de comment fonctionne le Wi-Fi. Et en fait, là, maintenant, je suis au courant de tout ce qui se passe sur ce Wi-Fi et qui est connecté à ce Wi-Fi-là. Donc là, qui est connecté à ce Wi-Fi, actuellement, c'est mon ordinateur. Et donc, en fait, après, je vais pouvoir réaliser l'attaque sur mon ordinateur directement. Donc, pour les gens qui vont être en ligne, je suis désolé parce que ça veut dire que je vais déconnecter pendant environ 5 secondes le temps juste que je monte l'attaque. Donc, c'est juste que la partage d'écran se coupera, mais je serai encore normalement en ligne pour tout ce qui est la présentation. Là, ce que je précise, c'est qu'en fait, tant que moi, je ne vais pas arrêter l'attaque, il n'y a aucun appareil. Là, je fais même une attaque un peu plus brute, c'est-à-dire que s'il y a eu plusieurs appareils qui seraient connectés à ce Wi-Fi-là, tous les appareils d'un seul coup seraient déconnectés. Et indéfiniment, tant que moi, j'arrête pas l'attaque. Donc là, je lance, ça va se lancer là. Et en fait, là, l'attaque se lance. Et là, d'ailleurs, on peut voir sur le capture, en tout cas chez nous, que ça a totalement coupé. Ça s'est freeze. Et tout simplement parce que mon ordinateur a perdu Internet. Et là, c'est revenu parce que je viens de le couper. Et en fait, on se rend compte que le Wi-Fi, on peut déconnecter vraiment n'importe qui d'un Wi-Fi. Et ça, c'est problématique. Je vais revenir là-dessus et vous expliquer pourquoi c'est problématique. Parce que c'est plus problématique qu'on le pense. C'est qu'il y a plusieurs conséquences à cette attaque. Mais déjà, on peut faire du déni de service de tous les appareils connectés. Par exemple, imaginons que vous avez des caméras de sécurité par Wi-Fi. Bah, en une seconde, vous avez plus de caméras pour surveiller chez vous. Vous avez des systèmes qui sont contrôlés par Wi-Fi, plus rien ne fonctionne. Et le plus gros problème pour tout ce qui est l'identité numérique, c'est ce qu'on va. Le nom fait un petit peu peur, mais je vais vous l'expliquer. C'est la création d'un rogue access point et la réalisation d'une attaque man in the middle. En fait, c'est que l'attaquant, ici, il va se faire passer pour votre routeur Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il déconnecte tout le monde et l'attaquant, il va créer un point d'accès Wi-Fi. Et en fait, les appareils n'arrivant pas à se connecter au point initial, bah, ils se font usurper, ils se font duper, ils vont se connecter à l'attaquant. Et ça pose problème parce que c'est-à-dire que tout ce que vous faites sur Internet, vos montres connectées, tout ça, ça va passer par l'attaquant, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut analyser toutes les données qui sont dessus. Si vous allez sur le site web de votre banque, bah, il peut très bien vous renvoyer vers un site pirate qui est en fait son site à lui. Vous n'avez plus aucune confiance dans ce que vous pouvez faire sur Internet. Et toute votre identité numérique, en fait, toutes vos données, bah, elles sont dans les mains d'une personne tierce qui est évidemment malveillante et tout ça. Et donc, c'est comme ça que se conclut la présentation. J'espère que j'ai été quand même assez clair. Oui, alors, merci beaucoup. Merci pour ce scénario. Et l'idée, c'est que vous parlez de deux attaques principalement. Une attaque de déni de service et une attaque de man in the middle. Est-ce que pour les deux attaques, il y a un risque par rapport aux objets connectés? Est-ce qu'il y a un risque par rapport aux identités numériques, par rapport aux données qui représentent l'identité numérique? C'est surtout l'attaque man in the middle qui va représenter un gros danger pour l'état numérique. Il y a beaucoup d'objets connectés qui vont pas, par exemple, ce qu'on va dire chiffrer les données, qui vont pas les encrypter de manière très forte. Et en fait, l'attaquant, en récupérant toutes ces données, bah, il pourra totalement les décoder et avoir des données en clair sur vous, sur ce que vous faites sur Internet, même pour les objets connectés, des montres connectées ou si c'est des capteurs. Il y a beaucoup de ces données-là en fait qui vont juste transiter en clair par l'attaquant et le hacker, et il va pouvoir en faire un peu ce qu'il veut. Et ça, c'est un danger pour notamment si c'est des systèmes critiques ou des systèmes avec des données personnelles, notamment. Ok, merci, merci beaucoup. Et là, donc, on a commencé à parler de un scénario, une vulnérabilité, un scénario d'attaque et un risque par rapport à un concept, l'identité numérique. Donc, on va parler de ce concept durant notre première discussion. L'identité numérique, ce sera donc une discussion à deux, normalement. Ouais, en fait, c'est une discussion avec Tim. Hi, Tim. The first panel, we are going to talk about the challenges about the digital identity, and then what we can do to protect privacy in this case, in this situation. So the first thing I would like to ask
both of you could answer. And how do you define, what is digital identity for you? So, peut-être je peux commencer en français, and then Tim, you can maybe answer present your point in English. L'identité numérique, principalement, c'est l'ensemble des données qui sont utilisables pour gérer des accès, pour identifier des personnes et gérer des accès, donner des privilèges à ces personnes. Donc, principalement des données. Mais j'ajoute à ça aussi tous les processus, les algorithmes qui sont implémentés, développés pour gérer ces données, pour créer des connaissances sur ces données, pour le partage de ces données. Ça inclut l'encryption, ça inclut le blockchain. Mais donc, principalement des données. Mais j'ajoute à ça aussi les algorithmes, les programmes informatiques qu'on utilise pour identifier les gens et gérer leur accès, donner des privilèges à ces gens pour accéder à des services informatiques. Merci. And for your team, what is for you digital identity? Well, the digital identity, and hello from Switzerland, by the way. So digital identity from my side is the digital version of a real identity of a person. And this identity can be various topics, not only name or what's on your ID card, but various topics. And as Femi mentioned before, it's on the one hand side, it's the more technical part, so the algorithms and so what technology you use, and also if you use, for example, in self-sovereign identity a repository. But also, I think it's the user interface. You handle those algorithms with you, so something on your mobile phone, for example, so a digital version of your wallet you carry around. OK, thank you. Donc, en fait, aujourd'hui, on parle précisément de l'identité qui concerne une personne physique, en fait. Donc, l'identité numérique concernant une personne physique, parce que ça peut concerner aussi ce qu'on appelle une personne morale. Et donc, tous les enjeux liés aux identifiants, tout ce qui concerne les traces numériques, en fait, ce qu'on laisse comme sur le web ou tout ce qu'on a, par exemple, les mots de passe, tout ça, tous ces éléments-là font partie de cette identité-là. Alors, la question que j'avais, quels sont les principaux défis que vous avez relevés, en fait, que vous avez notés, en fait, dans le cadre de l'identité numérique pour la protection des données personnelles? En fait, l'identité numérique est un concept utilisé pour donner des accès, créer des identités pour des gens, des entreprises, des organisations, des objets connectés, et après donner des accès à ces entités. Et donc, pour la création de ces identités numériques, on a besoin de collecter des données. Donc, dans le cadre, si l'identité numérique, par exemple, est utilisée pour identifier une personne, pour la créer, il fallait collecter des informations personnelles sur cette personne. Là, ça entre dans tout le sujet de la protection des renseignements personnels, de la loi 25 qu'on a à Québec, de RGPD qui est en Europe, qui est utilisé en Europe. C'est que comment protéger ces données? Quels sont les droits des gens? Comment collecter ces données? Est-ce qu'on avait un consentement? Est-ce que c'est une utilisation à durée illimitée? Est-ce qu'on peut utiliser ces identités si on a des nouveaux services, des nouvelles activités, des nouveaux processus où on a besoin des nouveaux consentements? Comment gérer tout ça? Donc, c'est surtout par rapport aux données qu'on utilise pour la création des identités numériques. Je vois qu'il y a un enjeu de sécurité. Si ces données sont des données personnelles, ou même pour les organisations, si ces données incluent des informations sur des secrets industriels ou des processus d'affaires des organisations ou d'autres secrets qui créent la valeur pour les organisations, mais qui sont utilisés à un moment donné pour identifier ces organisations. Excellent. Parfaitement.
for you, team, my question is, how can blockchain help secure digital identity? Well, when we speak of digital identity, and we have to have in mind which concept we want to use, and I think about self-sovereign identity, where I have all the credentials with me, and in this case, blockchain can be used as some kind of repository, some kind of registry. My identity is registered on. I think it's important that no private or personal information are stored on the blockchain, but with, for example, DIDs or this concept and verifiable credentials, the blockchain can help to have this kind of registry, which is not linked to one server or one database, but it's distributed, and therefore, if one node collapses or is not reachable, I still have those informations on other nodes. And so blockchain can help also with the immutability to provide this kind of registry. Thank you. Et puis tout à l'heure, tu as parlé, Femi, de question de consentement. En fait, donc de plus en plus avec la blockchain, en fait, il y a une notion de ce qu'on appelle de consentement dynamique. En fait, le fait que quelqu'un peut aujourd'hui accepter qu'on fasse usage de ces données, en fait, avec la blockchain, en fait, ça peut aider facilement à gérer cette question de consentement dynamique, entre autres. Alors, d'autres questions que j'ai toujours dans cette même thématique. Alors, quelles sont les bonnes pratiques tu auras recommandées en fait pour la question de la protection de l'identité numérique? Ça commence par la création d'identité numérique. À partir de la création, on doit suivre des modèles de création sécurisés. On doit prendre la sécurité, la protection des renseignements personnels, la gestion de la vie privée comme un concept et un axe de base lors de la création des identités numériques. Ça ne doit pas être une chose qui vient par après, ça doit être dès le début ce qu'on appelle en anglais privacy by design. C'est-à-dire que dès le début, lorsque on commence à développer un modèle d'identité numérique pour donner des services en ligne aux citoyens, les questions de respect des lois, de respect de conformité par rapport aux lois qui sont en vigueur, de respect de la vie personnelle des gens, des données personnelles, de la gestion des accès, comme par exemple ce qui était mentionné, est-ce qu'on pourra utiliser le blockchain, mais dans quel cadre? Est-ce qu'on pourra sauvegarder les données dans un blockchain? La réponse est non, mais on pourra sauvegarder les droits d'accès. On pourra utiliser le blockchain pour faire la traçabilité, pour gérer à travers des contrats intelligents des accès, gérer les consentements, mais pas pour sauvegarder les données eux-mêmes. Que on pourra avoir cette idée pour des fins pratiques, mais ça ne respecte pas une conformité par rapport au droit de retirer les données personnelles, qui est un droit fondamental pour la gestion de la vie privée. Et donc, mon conseil par rapport à ce point, c'est qu'il fallait considérer les questions des données privées, de la sécurité, les risques, dès le début d'un projet de création d'identité numérique, ne pas mettre le focus juste sur les services, l'accès aux services, la facilité d'accès ou la gestion d'identité et d'authentification. Merci. En fait, juste un petit retour, un très bon point, en fait, c'est qu'on sait que de plus en plus de législation, que ce soit le RGPD, la loi 25, il y a l'enjeu de ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée. Donc, une donnée, on collecte la donnée, on l'exploite et on doit la détruire à un moment donné. Donc, on collecte pas une donnée ad vitam aeternam, on ne peut pas stocker la donnée pour tout le temps. On sait que c'est un défi aussi avec la blockchain. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a des réflexions là-dessus, des interprétations. Quand est-ce qu'on peut détruire la donnée? Donc, ça, c'est tout un défi. C'est un domaine dans lequel, en fait, des gens pourraient continuer à faire de la recherche. Et donc, je continuerai là-dessus pour demander, for your team,
what developments do you foresee in the coming years regarding digital identity? Well, when we look on a global scale, I think a lot of countries at the moment are looking in e-identity, so digital identity for their citizens. So, for example, in Switzerland, we have these projects going on to provide a self-sovereign identity-based digital identity. Some countries already have some digital identities which are not self-sovereign, but by the state. Well, there is this discussion about pros and cons. If it's good that you have one entity that provides this identity and also gets hold of all the usages, or if it's more distributed with the citizens. But I think what we see is that in a lot of countries, digital identities will come. And also, I think it's really important to have those digital identities, because when we look on blockchain projects or other digital projects, the digital identity is really one of the key aspects. You want to know who is there, and you don't want to give out passwords and those kinds of identifications which we used in the past years. So yeah, that's the development I see in the next years. Donc, merci. Thank you, Tim. Merci, Femi, pour vos interventions. Alors, Tim est professeur à l'école d'informatique et de technologie de l'information de la Haute École de Lucerne, en Suisse. Et donc, il se spécialise dans des projets sur la blockchain, que ce soit pour les startups ou dans le domaine aussi de la recherche. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Donc, on va passer à la au deuxième panel. Donc, j'ai Shalom avec moi pour le deuxième panel, mais j'inviterai Darine Hamayed et Olson Italis qui est en ligne. Oui, super. Pour le second panel qui portera sur la vie privée. Darine Hamayed a obtenu un doctorat en ingénierie de l'ETS. Elle est un professeur affilié à l'Université Sherbrooke et aussi à l'Université de Québec à Chicoutimi. Et aussi, elle est un lead de recherche au ministère de la Cybersécurité au gouvernement de Québec. Olson est un professeur en génie informatique à l'Institut des sciences, technologies et études avancées d'IT et chargé de cours à Polytechnique. Et on a Shalom, le co-auditeur de livre. Donc, Darine et Olson et Shalom, ils ont participé à l'écriture de 3 chapitres qui portaient sur le deuxième thème, la vie privée, la gestion des données privées. Donc, ils vont discuter des enjeux de la vie privée en lien avec aux cyberattaques dans le cadre de cycle de vie de la donnée. Donc, je commence avec Darine. En fait, en quoi la vie privée est-elle menacée à l'ère du numérique selon vous? Pourquoi ça peut être, on peut avoir des menaces et en quoi exactement ces menaces se manifestent par rapport à l'ère du numérique? Bonjour tout le monde. Je vais attaquer la perspective de privacy un peu de mon coin d'expertise qui est l'intelligence ambiante et l'intelligence artificielle. Je trouve que tout dépend déjà du contexte de privacy. C'est un concept changeant selon le contexte. Je trouve que le plus grand peut-être menace, c'est la non-compréhension de quoi la différence entre données privées et données publiques pour pouvoir offrir des services. L'objectif dans l'ère de digital, c'est de pouvoir créer des services digitales ou numériques intelligents, personnalisé, mais en même temps sans profilage et sans utilisation secondaire. Je crois que le plus grand menace, c'est
à mon avis, en tout cas, et la perspective que je prends, c'est comment on peut utiliser le données des personnes ou des organismes en respectant leur privacy, en respectant un peu le service qu'on est en train d'offrir et qu'il y a un consentement là-dessus. Et on a collaboré sur plein de projets famille autour du consentement. Donc, le menace que je vois, c'est la compréhension de notions de privacy selon le service et selon le contexte dans lequel on est en train d'utiliser et la littératie, soit organisationnelle, soit individuelle, autour du concept de vie privée et des données privées. Merci. Vous avez parlé des mesures pour aider à protéger la confidentialité des données face surtout aux entreprises qui collectent, qui utilisent ces données, qui créent de la valeur à partir de ces données. Est-ce que, ma question pour Olson, pour vous, quelles sont les autres mesures? Darine a parlé de gestion de consentement. En général, quelles sont les mesures ou les meilleures pratiques pour gérer la confidentialité, surtout face à une utilisation des données personnelles par des entreprises pour créer des valeurs à partir de ces données? Merci pour la question. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, très bien. Parfait. Bon, je dirais d'abord, et je pense que quelqu'un l'a déjà mentionné, les utilisateurs ont besoin d'être sensibilisés sur je fournis quelles données, quelles sont. Parfois, il y a des données qui ne sont pas nécessaires et vous les fournissez alors que ces données vont être utilisées et que ça peut mettre en péril votre privacité. Mais il y a aussi une autre couche où ça peut être technique. Et bon, j'ai travaillé surtout dans le domaine de paiement, mais parfois, on peut ne pas avoir besoin de fournir l'envoyeur, une institution qui envoie des fonds peut ne pas avoir besoin d'envoyer toutes les données qui concernent un expéditeur de fonds, par exemple. Je le prends dans le cadre du paiement, mais ça peut être pour n'importe quel service où l'ensemble des données qui sont partagées entre les deux participants sont minimisées. C'est un cas plus technique qui pourrait protéger la vie privée des utilisateurs. Merci. Vous avez commencé votre intervention en parlant de la sensibilisation. Shalom, est-ce que les gens, il y a assez de sensibilisation par rapport à ce sujet? Et est-ce qu'il y a des mesures, des façons de faire pour améliorer la sensibilisation? Oui, en fait, quand on parle de vie privée, en fait, on parle de le droit que chacun a pour ne pas être, pour que les données que je génère ne soient pas manipulées ou pour qu'il n'y ait pas d'interférence, en fait, dans ces données, en fait, que quelqu'un, on sait quand même, on pense rapidement à ce qui s'est passé avec Facebook, les données des gens, etc. Donc, possibilité de les manipuler. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? La première chose, je pense que un point qui a été souligné, le principe de minimisation, en fait, c'est de partager le moins de données possible en ligne, en fait. Donc, que ce soit, par exemple, sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, en ce sens-là, donc, c'est important de commencer très tôt parce qu'en fait, on sait quand même, la jeune génération partage beaucoup. Et là, à ce moment-là, donc c'est important de commencer très tôt. Donc, je dirais même à l'école primaire, on devrait commencer très tôt à sensibiliser les jeunes sur cette question-là parce que, bon, comme on le voit par exemple actuellement, il y a des enjeux avec plusieurs pays de guerre, tout ça. Et les données qu'on met en ligne, en fait, constituent des ressources intéressantes à différentes fins, comme on le sait. Donc, ça, c'est un point. Donc, je pense qu'il faut commencer assez tôt. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les autres possibilités qu'on a actuellement. Il y a des modèles open source qui se développent très bien. Par exemple, les gens qui utilisent, par exemple, un exemple comme DuckDuckGo, où on a parlé tout à l'heure de VPN, des modèles qui sont quand même assez intéressants. Et puis, l'autre possibilité, c'est de faire appel peut-être
de moins en moins à ce on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, en fait. Donc, de faire attention à ça parce que justement, c'est peut-être mieux peut-être d'aller dans un modèle qui est beaucoup plus forme abonnement. Parce que c'est des modèles qui doivent émerger, en fait, enfin, j'ai envie de dire, pour s'attaquer aux enjeux qu'on a actuellement avec ce qu'on appelle les géants du web, en fait. On sait quand même DoubleClick qui a été acheté par Google ou plusieurs autres plateformes en fait qui sont spécialisées dans le profilage. C'est un modèle intéressant pour aujourd'hui. Donc, c'est important de soutenir les modèles alternatifs comme ça, en fait, qui apportent énormément pour la protection des données. Donc, sensibilisation, effectivement, utilisation de plateformes qui sont plutôt dans le modèle, ces modèles alternatifs-là. Donc, ça peut être vraiment utile pour la protection de la vie privée. Merci. Olson, dans le livre, vous avez participé, vous avez contribué avec un chapitre sur les données privées, l'utilisation du blockchain dans le secteur financier. Est-ce qu'il y a un enjeu ou des enjeux spécifiques par rapport à ce cocktail, blockchain, données privées, secteur financier? Est-ce qu'il y avait des enjeux spécifiques par rapport à ce domaine? Alors que la blockchain offre l'avantage que si quelqu'un change la donnée, l'immutabilité, si quelqu'un change la donnée, on va l'apercevoir. Mais il y a un problème spécifique avec la blockchain, c'est parce qu'il y a plusieurs nœuds qui ont accès à la plupart des données, puisqu'on veut que chaque personne puisse participer à la validation des transactions. Et donc, l'enjeu de sécurité devient plus important. Et dans le cas du paiement que je prends comme exemple, que j'ai pris comme exemple tout à l'heure, vous avez particulièrement deux nœuds importants, mais dans le cas de la blockchain, si on utilise la blockchain comme technologie de support, il y a plus que deux nœuds qui soient importants. Donc, c'est pourquoi l'enjeu, ça devient encore plus problématique pour le respect de la vie privée. OK. Merci beaucoup. Et pour vous, Darine, quelle est votre vision par rapport aux enjeux ou aux solutions pour la gestion de la confidentialité de la vie privée? Euh, Quelles sont les nouveautés ou les choses qu'on devra développer pour améliorer la gestion des données personnelles, privées, et aussi pour améliorer la confidentialité des données sensibles en général? Je crois que c'est toute une question d'un domaine là, de famille. Désolée, je n'aurai pas toutes les réponses, mais j'attaquerai aussi d'angle de vue intelligence artificielle. Moi, je crois que l'IoT, le données, soit qu'on collecte via IoT ou réseaux sociaux, etc., le data, c'est la matière brute. Après, on va la transformer pour pouvoir aller chercher de l'information et de connaissances pour ça. Je trouve que si on veut améliorer l'utilisation de ces données-là, c'est la transparence devrait être une base, mais par design. C'est-à-dire vraiment, on doit, comme tu as dit, travailler sur des frameworks et des modèles qui incluent la privacy par design. Aussi sensibiliser et éduquer, mais aussi intégrer tout ça dans des standards et des manières de faire de développement de nos systèmes. Les lois, on voit des lois, on voit des règles, on voit des cadres, mais je crois qu'en tant que des technologues aussi, qu'on contribue à ce domaine-là, c'est le temps de faire des standards qui intègrent dans les systèmes et de réfléchir à des manières de faire autres. De mon côté, par exemple, pour tout ce qui est intelligence artificielle, surtout en intelligence ambiante, on se concentre de plus en plus sur le federated learning comme des nouvelles manières qui peuvent respecter le privacy. C'est sûr, il y en a aussi des problématiques en lien, mais moi, je trouve que dans le cas, par exemple, des systèmes intelligents distribués, le federated learning peut être une manière de régler en une partie comment on gère
ou comment on peut respecter les données privées et la confidentialité des utilisateurs, que oui, on veut créer des services intelligents personnalisés, mais on veut respecter aussi les règlements de privacy. C'est aussi des protocoles qu'on doit commencer à les automatiser dans nos systèmes et pas juste les mettre comme des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques doivent se transformer à des standards qui s'incluent eux-mêmes dans des systèmes. Et je crois que dans le domaine de recherche aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'aller activer tout ça. Merci. Donc, ça donne fin à ce second panel sur la gestion des données personnelles, les enjeux, la confidentialité. Le troisième panel sera animé par Shalom. Oui, donc j'ai le plaisir de terminer, de passer à notre troisième et dernière sous-section de cette discussion qui portera sur les données sensibles. Alors, j'aurai deux expertes pour cette partie-là, pour ce panel-là. Il s'agit de Dipansha et Shahabra et Rachel Ladouceur. Alors, la Dipansha est titulaire d'un master. Est-ce que... OK, parfait, excellent. Dipansha est titulaire d'un master en ingénierie du département d'ingénierie électrique et informatique de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle a obtenu son master axé sur la blockchain. Au cours de ses études à UBC, elle a travaillé en tant qu'assistante de recherche diplômée sous la supervision de la docteure Victoria Lemieux, qui est la co-autrice de son chapitre. Ces recherches ont porté sur l'analyse de l'équité du traitement des données, la prévention de l'utilisation secondaire non autorisée des données et le problème de la double dépense, un problème très central dans la blockchain, dans le protocole Océan basé sur Ethereum. Et puis, je reçois aussi, on va échanger aussi avec Rachel Ladouceur, qui est CPA, CISA et doctorante en sciences et technologies de l'information à l'UQAC. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de HEC Montréal et d'une maîtrise en technologie de l'information de l'ETS. Elle a travaillé pendant 13 ans au gouvernement du Québec en sécurité de l'information et 7 ans au vérificateur général du Québec. Donc, elle est experte dans le domaine de la performance des TI. Et maintenant, elle s'intéresse à la détection de la désinformation sur les réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle, plus particulièrement l'ENL. Donc voilà, donc ce sont nos les deux intervenantes que nous allons avoir. Alors, donc, comme je l'ai dit, ça portera sur les données sensibles. En fait, les données sensibles, rapidement, comme vous savez, c'est des données, c'est une catégorie de données personnelles, en fait, pour laquelle on a une exigence de confidentialité. Donc, c'est une catégorie de données qui peut représenter un risque considérable pour une personne, en fait, si jamais, voilà, il y a une interférence, donc usurpation d'identité, etc., etc. Donc, on parle vraiment dans cette section-là, il s'agit de ce type de données. Et alors, la première question que j'ai, en fait, pour Dipansha, what are the main technical challenges to securing sensitive data? Hi. Yeah, so I think that the main technical challenge is the problem of double spending. So once the data token has been transferred to like the third party, there is no other way that we can like control the transfer of that data token to another third party by the consumer. So I think that's one of the main technical challenges. And apart from that, once the data the access has been provided, there is no way to withdraw that data, withdraw the access given to the consumer. And the models which are using the data for computations, they store that data, and there is no way to erase that data from the models after the computations. And apart from that, there are some networking issues and patches which has to be updated regularly. And these are some of the technical challenges I feel. And apart from that, I think the centralized data storage, which
is another threat. I think the decentralization helps the users to get a full control over their identity. But still, there are some issues related to decentralization, like the double spending problem, which needs to be resolved. And apart from that, I think the compensation for the data, there is not a fair compensation for the data in terms of um, the price and the number of uses for the data token which are being used. So I think these are some of the technical challenges. Thank you. Alors, Rachel, on parle de votre chapitre porte sur la cyberinfluence, en fait. Donc, on a les concepts clés de les acteurs en jeu, en fait, en présence, en fait. Alors, est-ce que vous pensez que les mesures qui sont prises jusqu'à présent sur les médias sociaux sont suffisantes et pour lutter contre le phénomène de la cyberinfluence? Quelle autre action vous préconisez, en fait, pour améliorer la situation? Merci beaucoup, Shalom, pour votre présentation. D'abord, la cyber, pour définir peut-être la cyberinfluence, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle beaucoup plus de désinformation. Alors, la cyberinfluence a été définie comme soit une personne ou une entité qui exerce de l'influence, comme le porte si bien au moyen de l'Internet. Et naturellement, comme comme l'effet de cette cyberinfluence, c'est de causer du tort. Ça ne veut pas dire que la cyberinfluence propage de la désinformation, mais c'est sûr qu'avec les études scientifiques, nous constatons que la désinformation se répand plus rapidement que la vraie information. Donc, il y a un avantage à utiliser la désinformation. Pour répondre à la question, les réseaux sociaux ont mis en place certaines mesures, c'est certain. Nous pouvons citer comme ça a été appliqué lors de la COVID, c'est ce qu'on appelle la redirection. C'est on met le lien URL qui redirige vers le site vraiment où on peut trouver la vraie information. Comme l'Office pour le COVID a donné la bonne information sur toutes les conséquences de la non-vaccination. Il y a aussi d'autres exemples qui ont mis en place les réseaux sociaux, comme essayer de limiter les gens à faire ce qu'on appelle les likes et les partages pour justement minimiser la propagation de la désinformation. Moi, je crois que comme la cybersécurité, il faut opter pour ce qu'on appelle la défense en plusieurs couches pour essayer de limiter, parce que ce sera sûrement impossible d'éradiquer la désinformation. Par exemple, il faut essayer d'éduquer la population, donc de parler davantage de la désinformation dans les écoles. Il faut aussi sensibiliser les gens, les utilisateurs de ces réseaux-là pour diminuer et sensibiliser à ne pas propager et à utiliser leur sens critique là, à la nouvelle. Finalement, nous allons voir aussi des applications d'intelligence artificielle pour aider et à détecter là, et expliquer la désinformation, ce qu'on appelle dans l'acronyme le XCI. Oui, allez-y. Je vous entends pas bien. Non, vous pouvez terminer, allez-y. Non, c'est correct, j'ai terminé. Merci beaucoup. Excellent, merci. Donc, c'est tout un défi, hein. Parce qu'on sait quand même que des fois, il y a des informations qu'il faut diffuser, donc il pourrait y avoir les enjeux de faux positifs, tout ça. Donc, c'est tout un défi.
Et Ouais. je passerai à Dipansha, en fait. How can data storage and processing systems be made more ethical in your opinion? So I think that implementing more transparency and accountability is important. So during the process of data collection storage, the users should be informed how their data is being used, where it is used, and who is accessing it. And apart from that, like accountability has to be there. The organizations should be held accountable for their actions and the breach of data. Apart from that, I feel that having a fairness and bias mitigation, that upgrading the algorithms on a daily basis, uh, on a regular basis to make sure that there are no biases in the algorithms. And I feel that there should be an informed consent. There should be a prior consent taken from the data owners about their collection and storage of data. And they should also be given the option to opt out. And there should be a data minimization as well. So only the data which is like necessary should be used for intended purposes, and any unnecessary data accumulation should be avoided. And the regular security measures should be taken by implementing encryption and making sure that the keys are stored securely and not leaked. And apart from that, I feel that the user control and ownership should be there, and the users should be, the data should either be on the premises or the computations can be performed on the encrypted data. So these are few of the steps which we can take to implement more ethical measures. And there should also be some open source collaborations, and open source technologies should be used in data storage and processing. This can help to make sure that the overall process is more transparent. And also the ethical guidelines and standards should be developed, and the developers and all the users should be made sure of implementing and keeping in mind the ethical considerations in data storage and processing. And finally, the ethical laws should be followed as well. So yeah, I feel that these are the ways by which we can make it more ethical. Thank you. Dans votre cas, Rachel, vous mentionnez que la transparence, vous parlez de transparence des algorithmes, un concept important dans le domaine de la cyber-influence, là, pour contrer la cyber-influence. Comment pensez-vous que les personnes utilisatrices, les gouvernements peuvent encourager cette transparence-là? Est-ce qu'il y a des risques aussi, des limites pour continuer à défendre cette approche-là? Qu'est-ce que vous voyez comme limite par rapport à cette approche-là? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a de la place en masse pour des lois. En effet, plusieurs pays ont mis des lois, ce qu'on appelle anti-fake news. Depuis 2018, une douzaine de pays ont adopté des lois imposant des amendes sévères et dans certains cas, des peines de prison pour ceux qui partagent des informations jugées fausses, trompeuses ou incomplètes par les autorités. Par exemple, l'Europe a mis en place, même depuis 2018, la loi qu'on appelle la loi contre la manipulation de l'information, communément appelée aussi la loi anti-fake news. C'est une loi française qui vise justement à éliminer contre les différentes formes de diffusion intentionnelle de fausses nouvelles. Par exemple, on sait que pendant les campagnes électorales, des informations circulent davantage et désormais, les candidats et les partis politiques pourront désormais faire appel à un juge pour aider à mettre fin des fausses nouvelles au cours des 3 mois précédant une élection. Et quiconque qui enfreint à cette loi, la loi que je vous ai nommée, européenne, risque 1 an de prison et une amende de 75 000 €. Donc, c'est sûr que ça va être... L'Europe a mis aussi un autre, beaucoup plus récent,
je vais vous en faire part, c'est la Digital Services Act, ou en français, le règlement sur les services numériques. Elle est entrée en vigueur au mois d'août 2023, donc très récent, et c'est pour apporter justement une meilleure protection des internautes contre les contenus illicites et préjudiciables, donc qui encadrent les grandes activités des grandes plateformes. On parle de Facebook, les fameux GAFAM. Justement, l'un des objectifs de ce règlement-là, c'est la transparence algorithmique, c'est-à-dire que on invite fortement, même obligatoirement pour certains, comme les GAFAM, d'expliquer comment fonctionne leur algorithme. D'ailleurs, Facebook, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai mis sur mon LinkedIn, il a divulgué sur son site Internet, Meta qu'on appelle maintenant, sa façon de comment ces algorithmes fonctionnent. Il explique pourquoi des fois, il suggère certaines informations aux utilisateurs. Alors, en optant pour ces pratiques, ben, l'utilisateur est plus conscient de ses actions et de ce qu'il lit aussi, parce qu'il y a une filtration d'informations qui vient selon ses goûts et ses intérêts. Il y a l'Europe, pour faire suite à ce règlement-là, a mis justement en place ce qu'ils ont appelé le Centre européen pour la transparence algorithmique, dont l'acronyme E4, ECAT, qui a été justement inauguré en 2023. Donc, c'est tout récent, mais avec ces lois-là qui justement c'est moi ce que j'appelle, c'est des contrôles dissuasifs. On parle de règlement monétaire, de prison, donc ça peut être donc de rendre dissuasif les hackers de poursuivre. Donc, il faut essayer de justement d'être conforme à ces règlements. Et je crois que pour répondre, c'est sûr que le gouvernement, même s'il essaie de mettre en place des lois, les hackers sont beaucoup plus en avance, que ce soit la cyberattaque au niveau cyberinfluence, sont bien plus en avance. Donc, faut pas avoir comme objectif de vouloir éradiquer tout, mais comme les virus, il faut plutôt essayer de les limiter. Donc, je tiens à remercier très chaleureusement les différentes personnes qui ont partagé leurs connaissances, leurs expertises sur le sujet de l'identité numérique, la vie privée et les données sensibles. Donc, Femi Jaffar, Tim Weingartner, je ne sais pas s'il est encore, I don't know if you are still there, Darin Amayed, Olson Italis, Dipansha Chabra, Rachel Ladouceur. Donc, tous ces personnages, leur dis merci pour leurs différentes contributions. Et merci également au public qui était là pour les échanges, les questions. Donc, on va espérer que ce premier travail, cette réflexion va amener d'autres réflexions, en fait, d'autres projets de recherche qui vont peut-être aboutir à des articles. Donc, je vous remercie indéfiniment et vous donne rendez-vous pour de prochains échanges sur d'autres sujets. Et donc, d'ici là, passez une excellente journée. À bientôt.